Mercredi 17 juillet de l'an 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Création du fonds d'investissement et de garantie des petites et moyennes entreprises et approbation de ses statuts, c'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé cette session hebdomadaire. On fait le point dans cette édition. Les ministres en charge des hydrocarbures du Niger et du Tchad ont convenu de concrétiser dans un délai raisonnable le projet de construction d'un pipeline reliant les deux pays. Une décision qui réjouit plus d'un. À suivre dans ce 19h le décryptage de l'analyste politique Hamzat Abdoulaye. Hors de nos frontières au Rwanda, les résultats partiels des élections législatives sont rendus publics ce mercredi. Après la victoire écrasante à plus de 99% des suffrages de Paul Kagame, annoncé ce lundi, le scrutin majoritaire des législatives conforte l'hégémonie du parti présidentiel. Des précisions dans un instant. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 17 juillet 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la création de l'Agence béninoise de protection civile, approbation de ses statuts et détachement auprès d'elle des personnels du groupement national des sapeurs-pompiers, à la création du fonds d'investissement de garantie et de garantie des petites et moyennes entreprises et approbation de ses statuts, à l'approbation des statuts de l'Agence nationale de l'aviation civile, à la contractualisation pour la réalisation de forages d'exploitation dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable dans les villes de Karimama, Kobli, Gogounou, Tukuntuna, Kopargo, Alada et Niki, à l'élaboration de modèles de contrats type d'exploitation d'or, à l'acquisition d'équipements agricoles dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2022-2024 de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama SA Sport, au renforcement de la production et de la retransmission des événements sportifs et culturels, à la contractualisation pour la réalisation des travaux de resurfaçage de la route Biro-Perere, à la mission de maîtrise d'œuvres complètes dans le cadre du projet de construction des centres intégrés économiques, sociaux et numériques. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Autre information dans cette édition, l'ex-directeur général de l'Agence béninoise de la Société sanitaire des aliments, ABSSA, Epiphane Setonji Hossou, l'un de ses collaborateurs et un exportateur d'ananas sont comparus ce lundi 15 juillet 2024 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Ces derniers ont comparu dans le dossier de l'ananas béninois rappelé des supermarchés en France. En détention provisoire, les prévenus sont poursuivis pour abus de fonction et fausse attestation. À la barre ce lundi, l'ex-directeur général de l'ABSSA a plaidé non coupable. Les faits remontent au 1er juin 2024. Où 250 cartons, soit 3,35 tonnes d'ananas, fruits du Bénin, ont été retirés des rayons du supermarché en France pour concentration élevée de résidus en pesticides. Pour l'heure, la Cour a renvoyé le dossier au lundi 22 juillet prochain. Cette édition se poursuit le 11 juillet dernier à Niamey. Les ministres en charge des hydrocarbures du Niger et du Tchad ont convenu de concrétiser dans un délai raisonnable le projet de construction d'un pipeline reliant les deux pays. Au micro de Quentin Amoussou et Nansirine Fatoumbi et Elvik Umbetowo, l'analyste politique Hamzat Abdoulaye reste quand même optimiste quant à cette situation. Suivons ensemble. Dans sa posture, le Niger est à la quête de plusieurs partenaires, de plusieurs solutions
Et le Tchad était l'une de ces solutions. Donc la question c'est pourquoi ne pas l'exploiter? Je dirais même plus, pourquoi ne pas essayer de trouver d'autres alternatives? Bien entendu, le Bénin perdrait sur le plan macroéconomique puisque ce projet pipeline, c'est des millions, sinon des milliards à l'économie béninoise. C'est des milliers d'emplois créés et c'est également une masse économique qui bénéficierait directement à l'État. Donc je pense que sur ce plan, tout de même, c'est une perte notable pour le Bénin si cela se concrétise. Mais je reste également optimiste parce que je crois toujours en la dynamique de la diplomatie. Et je pense que la dynamique de la diplomatie béninoise peut toujours rattraper les choses en cours, dans la mesure où si on fait de meilleures propositions et si surtout on essaie de convaincre la partie nigérienne que cette crise de confiance c'est désormais du passé, en ce sens où notre diplomatie met sur les tables des gages, je pense que ça peut encore essayer de sauver quelque chose parce qu'aujourd'hui, il s'agit de sauver quelque chose dans la mesure où cette perte de ce projet pourrait bien entendu être dommageable pour le moyen et le long terme. Dans un autre registre, la pire erreur n'est pas l'échec, mais plutôt l'incapacité à dominer cet échec. Après les résultats des examens de fin d'année, les élèves ou candidats sont plongés dans une certaine anxiété et confrontés à des défis émotionnels et psychologiques. C'est au regard de ce constat que le psychologue clinicien André Aléounou nous livre quelques conseils pour l'accompagnement des enfants après les résultats des examens. Il s'exprime au micro de Nonsirine Fatoumbi et Mouidine Lawani. La fin d'année scolaire, pour ne pas dire les résultats, c'est toujours une épreuve. Même si vous réussissez, il y a le challenge de la classe supérieure. Et quand vous échouez, il y a le désespoir, il y a un peu de stress qui s'intensifie. Comme si on n'a pas foutu grande chose, on n'a pas fait grande chose, on n'a pas fait grand effort au cours de l'année. Et là, on a besoin du soutien de l'environnement, de l'entourage. Et plus encore de ses géniteurs, surtout quand on est élève apprenant, on a besoin que les géniteurs comprennent qu'on a fait quand même des efforts et que peut-être la chance n'a pas été de notre côté, ou encore qu'on prenne conscience que on a peut-être mal orienté nos efforts et que les stratégies adoptées tout le long de l'année n'ont pas été les meilleures. Et donc, revoir un peu ces stratégies. C'est dans ce cadre-là que moi j'invite les parents, surtout. D'abord, les élèves, c'est normal qu'ils libèrent leur chagrin, qu'ils libèrent leur ressenti, leur douleur d'avoir échoué, qu'ils libèrent. Et ceux aussi qui ont réussi, qu'ils libèrent la joie qu'ils ressentent. Parce qu'il ne faut pas emmagasiner, ça va créer encore d'autres choses, qu'ils libèrent. Qu'on leur donne la possibilité à ceux qui vont exprimer leur joie d'exprimer librement, à ceux qui vont exprimer leur tristesse, de l'exprimer dans les limites. Maintenant, il faut s'asseoir et voir où est-ce que j'ai mal fait pour ceux qui ont échoué. Où est-ce que j'ai mal fait? Quelle stratégie j'ai adoptée qui n'a pas marché? Il ne faut pas le rendre responsable de cet échec. Il ne faut pas commencer par dire des mots ou des expressions entre guillemets grossières, blessantes pour l'enfant, comme quoi il ne vaut rien, il n'a rien foutu, il a gaspillé votre financement, votre investissement. Et donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas le rendre davantage coupable de ce qui est arrivé. Et quand on reste dans cette attitude, je ne dis pas non plus d'encourager les enfants, mais il faut accepter que ce moment est un moment de chagrin qui lui appartient. Et donc, l'accompagner sur l'instant. Et lui faire comprendre que vous comprenez sa douleur, mais pour avancer davantage, il va falloir s'asseoir et analyser point par point les efforts fournis de part et d'autre et qu'il accepte ses faiblesses et qu'il accepte librement l'amener à demander de l'aide ou lui proposer de l'aide parce que vous êtes son géniteur, vous l'observez, vous connaissez les forces et les faiblesses de votre enfant.
Et puis on parle société à présent. Le métier de femme de ménage consiste à assurer le nettoyage d'un lieu, entre autres. Dans certaines cultures comme en Afrique, la pratique de ce métier implique également d'assurer en complicité avec la femme ou l'homme la fonction de ménage. Est-il nécessaire pour un ménage de faire appel au service d'une femme de ménage? À cette question, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont répondu. Ils s'expriment au micro de Nancirine Fatoumbi et Francis Faram. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc, c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leurs domestiques. Donc, si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, à cette personne. On parle toujours société. Certains enfants quittent le domicile parental à un âge relativement, parfois à des âges relativement moyens, mais qui cachent de grandes différences entre pays et entre hommes et femmes. Interrogés sur le sujet, quelques citoyens béninois donnent des estimations d'âge pour quitter le domicile parental. Suivons-les au micro de nos reporters. À 18 ans, tu peux quitter chez tes parents. Mais rester chez ses parents, il y a d'autres qui restent là-bas, 20 ans, 25 ans. Ils restent encore à côté de leur mère. Déjà à 18 ans, au moins tu peux commencer par préparer quelque chose. Mais rester à côté de tes parents jusqu'à 20, 25 ans, alors c'est la paresse. C'est la paresse. Moi qui suis ici, je suis en train de vous parler. Déjà à 18 ans, j'ai quitté chez mes parents. Commencer par faire mes business. Mais chez moi, 18 ans, c'est encore peu. À partir de 20 ans, l'enfant peut s'évaporer dans la nature, devenir lui-même. Ça dépend de l'éducation que cet enfant a reçu de la maison, de ses parents. Vous voyez, non? D'autres, déjà à 18 ans, ils sont éveillés, ils sont capables de se nourrir, de se vêtir. Si tu es un élève, déjà à l'âge de 18 ans, et tu n'as pas encore le bac, bon, c'est possible, tu peux rester avec tes parents. Mais déjà, si tu as déjà le bac après 18 ans, c'est possible de quitter. Même si tu n'as pas encore 18 ans et tu as déjà le bac, c'est possible aussi de quitter. Mais si tu as déjà 22 ans, 23 ans déjà, et tu n'as pas encore le bac et tu es toujours à la maison, c'est comme si tu es un grand, mais tu ne sais pas encore ce que tu cherches. D'autres, les parents préparent leur avenir. Et déjà à 18 ans, il a déjà son compte propre à lui où il y a des millions dedans. Ou conscient, il sait comment fluidifier ces millions pour devenir un petit millionnaire.
Hors de nos frontières, pour finir, au Rwanda, les résultats partiels des élections législatives sont rendus publics dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juillet 2024. Après la victoire écrasante à plus de 99% des suffrages de Paul Kagame, annoncé dès ce lundi, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le scrutin majoritaire des législatives conforte l'hégémonie du parti présidentiel. Selon les premiers résultats des législatives, la coalition du parti présidentiel, le Front patriotique rwandais, FPR, reste largement majoritaire avec plus de 62% des suffrages. Après ces élections au mode du scrutin proportionnel, la composition de l'Assemblée devrait peu changer comparée à celle élue en 2018. La commission électorale n'a pas encore donné la répartition du nombre de députés par parti politique. Voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de Eusaveke.